plaisir est pour moi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans ce journal, les titres de l'édition. Nous sommes le 15 août, c'est l'Assomption, une fête catholique qui célèbre l'élévation de la Sainte Marie auprès du Christ. En Guinée, une grande messe a été organisée à la cathédrale Sainte Marie de Conakry, dirigée par Monseigneur Vincent Koulibaly. L'archevêque de Conakry, priant pour la paix, a appelé ses co-religionnaires à se rapprocher du Sauveur à travers le pardon et la prière. L'inhumation ce jeudi de l'ex-maire de Kaloum, décédé vendredi dernier à Casablanca. Le conseil spécial du président de la République a eu droit à des obsèques nationales. Après la levée du corps ce matin à l'hôtel Niafdine, un dépouille mortel a été exposé au palais du peuple où, autour de la famille, collaborateurs et amis lui ont rendu un dernier hommage. Sans surprise au Mali, c'est le candidat du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta, qui sort vainqueur de la présidentielle. Les résultats officiels provisoires le crédit de 77,71% des suffrages exprimés contre 22,39% pour son rival Soumaïla Cissé. Nous mettrons l'accent sur les défis qui attendent le nouveau président malien dans un pays divisé par la guerre au nord. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres de cette édition. Encore une fois, soyez les bienvenus. Nous sommes le 15 août 2013, c'est l'Assomption, une fête catholique pour célébrer l'élévation de la Vierge Marie auprès du Christ. Au cours de la messe organisée à cet effet à la cathédrale Sainte Marie de Conakry, des prières ont été dites pour la paix en Guinée. L'archevêque de Conakry en a profité pour appeler les fidèles à se rapprocher du Sauveur à travers le pardon et la prière. Compte rendu, Mfali Yilavoli. La cathédrale Sainte-Marie de Conakry a encore fait le plein à l'occasion de l'Assomption. Les fidèles catholiques ont célébré en beauté l'Assomption de la Vierge Marie, une fête qui rappelle l'élévation de Marie au ciel par le Rédempteur Jésus-Christ. En guise de remerciement et de reconnaissance pour son oui à Dieu de porter Jésus-Christ, les fidèles catholiques se retrouvent chaque 15 août pour rendre hommage à Marie. La paix, la réconciliation nationale, l'amour du prochain et le pardon sont entre autres les maîtres mots de l'homélie de Monseigneur Vincent Koulibaly. Marie, modèle parfait du croyant, est entrée au ciel, non seulement avec son âme immaculée, mais également avec son corps transfiguré par la lumière de l'immortalité. C'est pourquoi nous devons prier aujourd'hui pour tous les Guinéens, surtout après les événements tragiques de ces derniers jours qui ont profondément blessé la vie des hommes et des familles dans la région forestière. Ces événements tragiques sont bien le signe que notre pays traverse encore des moments difficiles de sa vie. Nous devons confier aujourd'hui à Marie nos intentions de prière pour notre pays. Puisse-t-elle obtenir pour nous les grâces nécessaires pour nous ressaisir. L'Assomption, c'est aussi les offrandes. Les fidèles ont exprimé leur joie à travers des prières. Ceux qui sont baptisés ont reçu la communion dans une ambiance festive. La prière a permis à certains fidèles de se rapprocher du Sauveur. Il faut que les Guinéens se fassent confiance, qu'ils puissent se réconcilier et que l'unité nationale soit possible. Mais cela ne peut pas se faire dans un contexte de déchirement, de louvoiement, de corruption. C'est toutes ces prières, nous savons que l'Église a adressées à Dieu aujourd'hui, par l'intermédiaire de Marie. Vu, disons, l'instabilité au niveau social dans notre pays, donc j'avais besoin de demander à la Vierge d'assister notre nation, la Guinée, pour qu'il y ait plus de paix, pour que les hommes politiques se comprennent mieux. Dans la liturgie catholique, la Vierge Marie occupe en quelque sorte la 4e position. Après Dieu, le Saint-Esprit et le Rédempteur Jésus-Christ. L'Église catholique reconnaît que Marie est encore et en âme auprès du Christ dans l'éternité et est donc ressuscitée.
L'Assomption, c'est aussi des œuvres caritatives. Débit Project en a profité pour faire un don au centre de réhabilitation des enfants handicapés en situation difficile. Le geste a visé l'orphelinat Regina Maris, un geste hautement salué par les responsables de l'orphelinat pour lequel les temps sont durs. Le point avec Fanta Conti. Ce don composé de denrées alimentaires, de fournitures scolaires et de jouets pour enfants est un geste de l'ONG TB Project, une structure dirigée par Bernadette Silla, une Guinéenne vivant aux États-Unis et qui n'est d'ailleurs pas à son premier geste en faveur des enfants défavorisés. Ce don est une manière pour elle de secourir les enfants de l'orphelinat Regina Maris qui ont besoin d'assistance. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de m'exprimer au nom de ce projet qui se fixe comme objectif l'autonomisation féminine pour l'émancipation de la femme guinéenne. En décembre, elle a également un objectif de mobilisation de quelques fournitures comme des ordinateurs portatifs, etc., en faveur des jeunes Guinéens. Donc, je n'ai qu'à me réjouir de cette activité qui vient de commencer et qui, je souhaite, se poursuivra et qui atteindra, comment dirais-je, l'ambition de l'excellence. Créé en 2003, l'orphelinat Regina Maris accueille actuellement 137 enfants dont 30 orphelins. Il est également un centre de réhabilitation des enfants handicapés physiques et moraux dont 13 sont pris en charge en ce moment. L'orphelinat forme aussi des tout-petits en situation difficile et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Je suis dépassée même. Parce qu'on avait des problèmes de jouets, et ici on a tout le temps des problèmes de manger. Alors quand on voit des sacs de riz, c'est formidable. On a beaucoup de difficultés ici. J'ai des problèmes de matelas parce qu'on a été victime d'un coup de circuit. J'ai perdu plus de 14 matelas. Donc j'ai des problèmes de drap de lit. J'ai des problèmes aussi de pampex parce que j'ai un enfant qui fait une incontinence urinaire et fécale. TB Project a aussi remis une enveloppe symbolique à l'orphelinat et promet de poursuivre cette initiative pour le bonheur des enfants défavorisés. Ce jour de l'Assomption a aussi coïncidé avec les obsèques du conseiller spécial du président de la République. Fodé Idrissa Touré Brikimomo est décédé il y a juste une semaine à l'hôpital général de Casablanca au Maroc. La dépouille mortelle a été rapatriée depuis lundi dernier à Conakry et c'est ce jeudi que l'ex-maire de Kaloum a rejoint sa dernière demeure pour l'éternité. La cérémonie funèbre tenue au Palais du Peuple a réuni autour de la famille, collaborateurs, membres du gouvernement et amis. Le compte rendu de Aminata Djountou Diallo. Si les fanfares annoncent la joie, c'était tout à fait le contraire ce jeudi matin. Après la levée du corps à la morgue de Ignasville, la dépouille mortelle de Fodé Idrissa Touré Brikimomo a été exposée au Palais du Peuple. Une occasion pour le peuple de Guinée, ses amis et ses ex-collaborateurs de lui rendre un dernier hommage. La mort l'a arraché à la Guinée le 10 août dernier au Maroc. Fodé Idrissa Touré fut le premier maire du Kaloum en 1991, conseiller spécial du président de la République depuis 2010, poste qu'il a occupé jusqu'à sa mort. Brikimomo est père de 3 enfants et laisse une veuve. Le gouvernement reconnaît en lui un visionnaire et un stratège. Au nom de Monsieur le Président de la République, je voudrais réitérer aux uns et aux autres les condoléances les plus attristées que nous partageons ensemble. Prions tous pour que l'exemple de Briki nous serve, qu'on puisse encore écrire d'autres pages sur Briki. Ses connaissances, amis et collaborateurs, ainsi que les Kaloumkas, estiment que le baobab s'est couché aujourd'hui, mais ses œuvres resteront à jamais gravées dans les mémoires. Tu avais placé au cœur de ta vie des valeurs humaines, sociales, de la rigueur et de la loyauté dans le travail. L'histoire retiendra que tu as été un grand bâtisseur. Depuis le samedi 10 août 2013, les anges avaient pris place, Brikimomo, pour te ramener à Dieu et fermer définitivement tes paupières. Ses familles biologiques et politiques, toutes ont loué sa bravoure et sa gentillesse pendant son séjour sur cette terre. Avec Briki, je refuse
de rester triste. Parce que nous avons commencé un combat qui n'est pas fini. C'est pour l'épanouissement du peuple de Guinée. Tonton Fodé, notre tonton Fodé, ta âne, les choses de te dire que tu n'es pas mort et que tu dors. Ce n'est que nous revoir. Après des prières et recueillements au Palais du Peuple, direction la grande mosquée Faisal, où d'autres prières seront dites pour le défunt. Fodé Idrissa Touré a été inhumé cet après-midi au cimetière de Cameroun. Paix à son âme. Désormais, à l'intérieur du pays, certaines préfectures connaissent une nette amélioration de la desserte en électricité, contrairement bien évidemment à d'autres. C'est le cas de la préfecture de Massanta dans la région forestière, une desserte liée à la réhabilitation du barrage hydroélectrique Lofa et l'implantation des lampadaires dans le centre-ville. Récemment, Fodé Camara était dans la préfecture où il a rencontré le préfet qui revient sur le sujet. Suivi. Si vous avez constaté une certaine amélioration en termes de desserte en électricité, cela découle du programme présidentiel parce que il faut reconnaître que M. le Président de la République, dans ses priorités des priorités, l'électrification des villes. En tant qu'administrateur territorial, nous n'avons fait qu'accompagner la mise en œuvre de cet ambitieux programme du chef de l'État, le président professeur Alpha Condé, à travers l'implantation des panneaux solaires, des lampadaires. Mais aussi, Massanta a une certaine particularité parce qu'il y a la Lofa ici, et il y a un barrage à ce niveau, mais qui est vieux de 54 ans. L'électrification à travers les barrages, le barrage de Lofa, soit une réalité, mais nous avons bénéficié du projet présidentiel, on a bénéficié de 200 lampadaires qui ont été réalisés sur les artères principales et les lieux publics. Et si vous constatez, la nuit, la préfecture de Massenta est bien illuminée au niveau de son chef-lieu. Le journaliste est avant tout un citoyen comme tout le monde. Justement, des hommes de médias suivent actuellement une formation à Conakry axée sur l'appropriation des notions essentielles sur la citoyenneté dans l'exercice du journalisme. L'initiative est d'African Crisis Group et porte sur le thème citoyenneté et journalisme. Elhaj Oumar Bari. Au total, 30 journalistes, tous venus de la presse publique et privée, ont pris part à cette formation axée sur la citoyenneté et le journalisme. Elle a été organisée par African Crisis Group, une ONG qui contribue à la consolidation de la paix en Afrique à travers l'instauration des conditions indispensables à la stabilité et à la sécurité humaine dans une perspective de développement économique et social. Cette formation permettra donc aux journalistes participants d'être plus responsables dans le traitement des informations en période électorale, surtout à l'approche des législatives en Guinée. En cette période électorale et à la sortie d'une longue péripétie de négociations accompagnée ou avec les dérapages et les violences que nous avons connues, il m'a semblé, au nom de African Crisis Group, qu'il était important que les jeunes cadres guinéens soient renforcés dans leurs connaissances et dans leur capacité de facilitation, d'apaisement, de réconciliation et de renforcement de l'État dans l'impartialité, que nous ayons la Guinée dans notre esprit, dans notre cœur, la paix comme outil essentiel pour préserver l'avenir de ce pays. L'Union des radios et télévisions libres a décidé d'envoyer cette fois-ci 250 journalistes au lieu de 120 jusqu'à maintenant. Donc ceci nous permettra d'avoir un faisceau, de couvrir l'ensemble du territoire. L'élection législative est plus compliquée que l'élection présidentielle. On est citoyen d'abord avant d'être journaliste, c'est l'avis des organisateurs. C'est pourquoi l'association Res Publica est venue accompagner ce projet. Ma présence ici, c'est pour témoigner le soutien que nous avons à ACG, parce que je suis le président du conseil d'administration de ACG, et à ce titre, nous finançons la formation des journalistes. Donc je ne suis pas communicateur, mais je viens pour leur témoigner la solidarité et les soutenir dans le cadre de cette formation. Le militaire, quand il va en guerre, ce n'est pas pour détruire. C'est au nom de la paix, au nom de la sécurité qu'il va en guerre. Et son arme, c'est son fusil avec ses balles. Le journaliste, son arme,
c'est sa plume. Il est surtout attendu de ces journalistes la promotion de la citoyenneté en cette période électorale afin qu'ils puissent contribuer à la consolidation de la paix et l'unité entre les Guinéens. Chacun des 31 partis politiques candidats aux élections législatives connaît désormais sa position sur les bulletins de vote à l'uninominal et à la proportionnelle. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à la CENI en présence de deux huissiers de justice et des représentants des formations en lice. Compte rendu à Giratou Ba. La rencontre cet après-midi entre la CENI et les partis politiques avait de multiples objectifs. Il s'agissait pour cette rencontre de valider le format du bulletin des élections du scrutin à la proportionnelle, la liste nationale, et le bulletin de la liste à l'uninominal. Ensuite, il s'agissait de les informer sur le mode de positionnement des candidats sur la liste nationale comme sur la liste à l'uninominal partout dans les 38 circonscriptions. À savoir que ça va se faire par tirage au sort. On avait également des fiches d'attestation de conformité, des photos, logos et sigles qu'ils nous ont déposés. Des bulletins uniques seront utilisés pour les élections. Pour la proportionnelle, c'est un bulletin de couleur rose et de format A3 qui a été proposé par la CENI et celui de l'uninominal aura une couleur bleue et de format A4. En plus, tous les candidats seront numérotés. Des dispositions appréciées par les partis politiques présents. Je peux vous assurer que le choix à porter sur un bulletin ou sur des bulletins très aérés qui permettent une visibilité nette des candidats, des symboles des partis, sigles et logos. Je crois que cela facilitera le vote et que cela facilitera les citoyens guinéens de choisir les députés ou les listes pour lesquelles ils auront opté. S'agissant de la liste des candidatures pour l'uninominal et la proportionnelle, publiée ce jour par la Cour suprême, Mohamed Salif Kébé, directeur du département juridique, donne des précisions. Cette liste nous a ramené de 21 listes nationales à 22 listes. Le changement notable qu'il y a eu dans la décision de la CENI, c'est celle-là. Nous nous en tenons à maintenant 31 partis politiques et 22 listes nationales. C'est la liste de l'UGDD qui a complété à 22. Une autre rencontre est prévue jeudi à la Camaïenne. Ce fait divers, un jeune homme a été arrêté aujourd'hui à Afia 2 dans la commune de Dixine par les forces de l'ordre. Il est accusé d'avoir enlevé une fillette de 2 ans et demi. Selon les témoins, le présumé ravisseur se promenait seul dans la rue avec l'enfant avant d'être aperçu par un citoyen dans le quartier. Ce dernier, constatant une incohérence dans ses propos, pour lui avoir questionné, l'a immédiatement saisi avant de le conduire au poste de police le plus proche. Le chef de quartier de Afia 2 s'est engagé à garder la fillette en attendant de retrouver ses parents. Nous reviendrons sur cet élément avec plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Je vous le disais, au Mali, 77,61% pour Ibrahim Boubacar Keïta et 22,39% pour Soumaïla Cissé. Tels sont les résultats officiels et provisoires proclamés aujourd'hui au Mali après le second tour de la présidentielle de dimanche dernier. Il faut rappeler que depuis le lendemain du scrutin, le vaincu avait reconnu sa défaite, félicitant celui qui a désormais la lourde tâche de diriger la destinée du Mali pour les 5 prochaines années. Sur cette lancée, la tâche d'Ibeka reste ardue, réconcilier un pays divisé par une guerre au nord. Ibrahim Souriari Ansani. Ibrahim Boubacar Keïta est le nouvel homme fort du Mali, élu avec un score de 77,6% contre 22,3% à son rival Soumaïla Cissé, selon les résultats provisoires publiés ce jeudi par le ministre de l'administration du territoire. Moussa Sinko Koulibaly a donné les résultats du second tour devant la presse et un parterre de personnalités maliennes et étrangères. Taux de participation 45,78%. Un taux en baisse de 3 points par rapport au premier tour. Ce score déclare Ibrahim Boubacar Keïta, président élu du Mali. Son rival avait reconnu sa défaite dès lundi soir. Soumaïla Cissé s'est rendu au domicile d'Ibeka pour le féliciter. Et le mardi, il avait annoncé qu'il n'introduirait aucun recours devant la Cour constitutionnelle.
Une lourde tâche attend désormais le président Ibeka. Une des priorités, réconcilier un pays meurtri et divisé plus que jamais par 18 mois de crise politique et militaire. Il va devoir prendre rapidement des mesures concrètes pour redonner confiance aux Maliens dès après son investiture prévue au mois de septembre. Et pour y arriver, Ibrahim Boubacar Keïta souhaite mettre en place un gouvernement de large union. Aussi, le nouveau chef d'État malien compte sur l'appui de la communauté internationale. Cette dernière promet une aide financière de plus de 3 milliards d'euros. Autre soutien d'Ibeka, le capitaine Amadou Sanogo, élevé au grade de général, même si cette promotion est qualifiée de honteuse par Human Rights Watch, une ONG internationale de défense des droits de l'homme. En Égypte, les partisans du président déchu ne désarment pas. Les promotions poursuivent aujourd'hui encore leurs manifestations dans le pays. Une nouvelle journée de tension au lendemain des violences meurtrières qui ont fait 525 morts, plus de 2000 morts selon les frères musulmans, ce qui a provoqué une vague d'indignation et de condamnation de la communauté internationale. Mamadi Kamisoko. Plus engagés et encore plus déterminés, les islamistes égyptiens n'entendent pas baisser les bras après le départ forcé de Mohamed Morsi du pouvoir. Ils ont à nouveau battu le pavé ce jeudi dans plusieurs villes comme Alexandrie, Fayoum, Le Caire ainsi que dans le Sinaï où 4 soldats ont été tués. Si de graves accrochages n'ont pas été signalés aujourd'hui, la journée de mercredi a été la plus meurtrière depuis le soulèvement contre Hosni Moubarak en 2011. Un nouveau bilan officiel évoque 525 personnes tuées, en majorité des civils, alors que les frères musulmans déplorent 2200 victimes lors de la dispersion des pro-Morsi au Caire, la capitale. Un véritable bain de sang presque condamné à l'unanimité à travers le monde. C'est d'abord le vice-président du pays qui s'est désolidarisé de la répression sanglante de l'armée et de la police. Prix Nobel de la paix, Mohamed El Baradei a démissionné de son poste. Depuis son lieu de vacances dans le Massachusetts, le président américain a condamné la violence en Égypte, engagée selon lui sur un chemin dangereux. Barack Obama a annoncé l'annulation le mois prochain de manœuvres militaires conjointes avec le Caire. Toutefois, le patron de la Maison-Blanche affirme que c'était aux Égyptiens de déterminer de leur propre avenir. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme demande une enquête sur les agissements des forces de sécurité. De son côté, le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan dénonce, je cite, un très grave massacre tout en critiquant l'hypocrisie de la communauté internationale. Paris appelle à l'arrêt immédiat de la répression alors que le Qatar, principal soutien des frères musulmans, dénonce la méthode utilisée contre les manifestants pacifiques. Une vague de condamnation qui intervient au moment où le ministère égyptien de l'Intérieur autorise la police à tirer désormais à balles réelles sur les manifestants qui s'attaquent aux biens publics et aux forces de l'ordre. Les temps se durcissent entre les autorités et les pro-Morsi, preuve que le pays des pharaons est au bord du chaos. Vous l'avez compris, face à la gravité de la situation en Égypte, le Premier ministre turc est très remonté contre l'Occident, dont il dénonce le manque de réaction. Recep Tayyip Erdogan a réagi comme beaucoup d'autres dirigeants du monde au lendemain des violences meurtrières du Caire. Suivez. J'en appelle à la responsabilité des pays occidentaux. Vous êtes restés silencieux sur la Palestine, Gaza, vous êtes restés silencieux sur la Syrie. 100 000 personnes sont mortes et vous ne dites toujours rien. 400 000 autres Syriens ont trouvé refuge en Turquie et pas un mot. Sur l'Égypte aujourd'hui, vous êtes encore silencieux. Que valent alors vos grands discours sur la démocratie, la liberté et les droits de l'homme? L'actualité de ce 15 août, c'est aussi la célébration de la capitulation du Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Chaque année, un recueillement est organisé à cet effet. Mais voilà que cela est mal perçu par les voisins chinois et sud-coréens pour avoir subi la guerre par la faute du Japon qui refuse encore de le reconnaître. Reportage. Fidèles à la tradition, des vétérans et des officiels japonais se recueillent aujourd'hui à Tokyo au sanctuaire Yasukuni. Aujourd'hui 15 août, on commémore le 68e anniversaire de la capitulation du Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Le chef du gouvernement participe aux cérémonies, mais il ne s'est pas déplacé dans ce sanctuaire controversé où reposent 14 criminels de guerre condamnés par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale.
qui ne doit baigner donc pas, mais rend hommage aux soldats disparus. J'ai demandé à l'un de mes collaborateurs qu'il dépose en mon nom une offrande pour ceux qui ont combattu et sacrifié leur précieuse vie. Je leur exprime toute ma gratitude et mon respect. Virage radical, car le Premier ministre n'exprime aujourd'hui aucun regret vis-à-vis de ses voisins pour les souffrances infligées pendant la guerre, comme il était d'usage de le faire. Des voisins qui, sans surprise, critiquent, comme chaque année la Chine condamne. En Corée du Sud, on commémore aussi ce jour, mais avec des hurrahs. Séoul célèbre sa libération, l'occasion pour la présidente d'envoyer un message à Tokyo. Le Japon a besoin de faire face à son histoire. J'attends des autorités qu'elles prennent enfin des mesures pour alléger l'agonie de ses victimes. Hier à Séoul, près de 2000 personnes ont manifesté contre le Japon, parmi elles des survivantes de guerre, appelées pudiquement femmes de confort, arrachées à leur famille par l'armée japonaise pendant la guerre. Ces anciennes esclaves sexuelles demandent depuis plus de 20 ans des excuses et des compensations à Tokyo, demandent restées pour l'heure sans réponse. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes d'Évasion Guinée. Vous pouvez aussi visiter notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir chez vous.